ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnaud Espinet, je suis cadre infirmier, anesthésiste, je suis formateur et responsable pédagogique à l'école d'IAD de Nantes. Et depuis un an, puisqu'avant j'ai travaillé au CHU d'Angers, où j'ai été formé à la simulation dès 2006 par un certain monsieur Grandry, dont j'ai eu l'honneur aujourd'hui d'avoir la possibilité de partager un atelier avec lui sur la gestion du conflit au bloc opératoire. Pourquoi cette thématique? C'est tout simplement que c'était mon sujet de mémoire cadre que j'ai présenté en 2018 auprès de la faculté de droit et de gestion de l'université d'Angers et pour lequel j'ai eu un prix en termes de recherche et qualité de vie au niveau du CEFAR, donc le Collège français d'anesthésie et réanimation, qui aujourd'hui est une des parties prenantes de l'ASFAR. Donc vous pourrez trouver certains de ces documents sur l'ASFAR en tapant qualité de vie au travail. Alors on a eu un atelier qui était presque un atelier individualisé puisque nous avions 3 personnes en face de nous avec M. Grandry et donc on a fait essentiellement des échanges autour de comment on gère le conflit aujourd'hui, comment on a des difficultés en tant que cadre à gérer le conflit, mais pas uniquement les cadres, c'est-à-dire que quand on est un professionnel dans un milieu hospitalier, on a tous vécu le conflit et quelles sont nos difficultés à gérer nos émotions face à ces conflits-là. On a pour ça utilisé une nomenclature simple des différents types de conflits et les raisons qui en viennent. Et on se disait que ce qui était important face à un conflit aujourd'hui, c'est d'essayer de le mettre dans la bonne colonne. Vous avez quelqu'un en face de vous qui arrive et qui vous crie dessus. Alors c'est pas simple. Essayez de s'extraire, de prendre le fameux recul et de se dire où est-ce que ça peut correspondre. Est-ce que je suis face à un conflit de personnes, un conflit relationnel? Alors ce qu'on a essayé de faire aussi avec les personnes qui étaient en face de nous, c'est de dire renvoyez-nous les conflits que vous avez vécus et où est-ce qu'on pourrait les classer. Par exemple, je suis sûr que vous avez tous vécu ça, 2 infirmières qui ont posé les mêmes dates de vacances et qui disent mais il n'y en a qu'une qui peut partir, mais l'année dernière c'est Ginette qui est partie à la même date, donc c'est normal que ce soit moi. Oui, mais toi tu as eu Noël et moi je ne l'ai pas eu, et puis moi j'ai accepté de revenir la dernière fois sur le week-end où une telle n'était pas là, et comment on gère ça? Comment on arrive à... On est dans un conflit de personnes. Comment on peut le faire? Conflit de pouvoir et de tâches, alors particulièrement, puisque, oui, je suis infirmier anesthésiste, donc forcément le bloc opératoire, le pouvoir au bloc opératoire, le pouvoir médical, le pouvoir du chirurgien, le pouvoir de quelqu'un qui est important dans la CME, comment on va l'articuler en face de nous en tant que responsable d'un cadre de bloc, en tant que, des fois, faisant fonction de cadre de bloc, avec toute la difficulté que ça représente. Puis vous avez les conflits de besoins liés à des personnes ressources, des personnes qui sont rares. Comment on arrive à gérer ça? Et aujourd'hui, avec la raréfaction des personnels dans tous les services, je suis sûr que ça va vous dire quelque chose, comment on fait pour gérer ce genre de choses aussi par rapport à ça? Les conflits d'intérêts, on en a vécu aussi. Et puis les conflits d'opinion, de valeurs. Et puis on arrive à des conflits des fois qui sont en cascade parce que, il y a différents facteurs qui interviennent et qu'on va retrouver in fine dans un conflit très larvé et qui va exploser d'un coup. J'ai pas dit, et on n'a pas dit avec M. Grandry qu'on avait des solutions pour chacun de ces conflits, ce serait beaucoup trop facile, mais peut-être que déjà de voir dans quelle catégorie ils se classent nous permet au moins d'imaginer des interventions ou des personnes qui peuvent intervenir pour nous aider. Quand j'ai présenté mon travail de mémoire de cadre en 2017-2018, le CEFAR, le Collège français d'anesthésie et réanimation, a eu la bonne idée de présenter 15 jours après un retour d'une de leurs recherches sur le conflit au bloc opératoire. Tiens donc, quelle bonne idée. Avec des documents types qui présentaient des retours sur énormément de personnel de bloc opératoire qui renvoyaient à 90% avoir déjà vécu des conflits au bloc opératoire. Eh bien, ça tombait bien, c'était aussi les conclusions de mon travail de cadre, avec une différence, c'est que moi, comme j'avais été formé et que j'avais adoré la simulation, je me suis dit, tiens, on va créer des scénarios de simulation de conflits et les faire appliquer à des jeunes cadres, peut-être même à des faisant fonction de cadres pour leur donner des billes quand ils vont arriver sur leur premier poste et être tout de suite assez rapidement exposés à des conflits. Peut-être leur donner une possibilité de se dire, ah ça, on m'en a déjà parlé, et surtout, l'expérientiel de la simulation permet au moins de se repositionner, de dire, ah, j'ai vu ça quelque part, je sais comment au moins essayer de réagir et de gérer mes émotions. Le CEFAR a édicté 2 types de fiches réflexes. Alors je vous les ai mises là parce que c'est là où vous allez tous prendre des photos, mais vous pourrez les retrouver sur le site de la SFAR en qualité de vie. Vous tapez SFAR, qualité de vie au travail, SFAR, et puis vous pouvez taper un patient, une équipe, et vous retrouverez ces documents.
La première chose que j'ai fait en arrivant dans mon bloc opératoire en tant que cadre, ça a été de les afficher dans mon bureau pour réussir à m'extraire de la situation où le chirurgien arrive en m'engueulant et en me disant « Alors attends, il faut que je reste concentré, il ne faut pas que je fuis. » Et surtout, vous avez à droite ce qu'il ne faut pas faire, les choses à ne pas dire. Le fameux monter le ton, qui ne va pas marcher parce qu'on sait que ça va donner une escalade dans les cris et les engueulades. Et puis vous avez des mots à ne pas dire. Le fameux calmez-vous, ça ne marche pas. Vous êtes dans mon bloc, c'est moi qui commande. Ça ne marche pas non plus face à quelqu'un qui est en colère. Donc vous avez des choses à ne pas dire que vous trouverez sur la partie droite, d'autres qui sont un peu plus à faire. À vous de vous emparer de ce qui vous paraît le plus opportun au moment de la situation. Mais ces deux documents sont en accès libre et le CEFAR m'a donné bien entendu, un, l'autorisation de vous le montrer aujourd'hui et deux, de vous dire allez-y, servez-vous-en, c'est gratuit et ça peut toujours servir. Au-delà de la définition, on a aussi ramené des éléments de gestion de conflit sur la différence entre une gestion immédiate et des gestions un peu plus secondaires avec des recours plus hiérarchiques. Et puis en fonction de la gravité des actions, peut-être aller vers de la négociation, de la médiation, avant d'aller à un arbitrage. Et in fine, si vraiment il n'y a rien qui marche, oui, on ira probablement vers une action en justice, qui est là, c'est la conclusion d'un problème de gestion de conflit qui n'a peut-être pas bien marché dans la gestion du conflit, on n'a peut-être pas été bien efficace, mais des fois, il faut aller juste à cette extrémité-là pour réussir à gérer un conflit, parce qu'il n'y a pas de négociation possible. Mais au-delà de ça, c'est trouver les personnes à chaque étape qui vont être des aides pour nous. Le cadre de santé, et particulièrement au bloc opératoire, rappelez aussi à certains médecins que les équipes paramédicales sont sous la responsabilité du cadre de santé, et non pas d'un ordre médical. Et en effet, c'est le cadre de santé qui doit gérer certaines choses au bloc opératoire, alors que tout n'est pas sous la dépendance d'un pouvoir médical strict. Donc ça a été aussi une de mes conclusions de ma simulation, où je faisais intervenir une de mes collègues cadres qui n'avait pas vu la chose venir, mais que bon, je me suis excusé après avec des tablettes de chocolat. Elle arrivait sur un conflit au bloc opératoire avec pour ceux qui ont déjà travaillé dans les blocs, un chirurgien qui refuse une anesthésie sous anesthésie loco-régionale en disant « vous êtes dans mon bloc, c'est moi qui commande et moi je ne travaille que sous AG, donc vous me l'endormez ». Sauf qu'il y a une contre-indication médicale à l'anesthésie générale, que le patient est déjà en ALR et que le patient est conscient et qu'il entend tout. Comment on gère ça? Comment on arrive à le gérer? Et donc c'est là où je faisais gentiment intervenir ma bonne amie cadre Yann en lui disant « vas-y, je crois qu'il y a du bruit au bloc, il faudrait que tu ailles gérer ». Je vous avoue que derrière, elle m'en a voulu quelque temps, mais elle a géré ça très simplement et vraiment très bien avec tout ce que vous retrouverez dans les fiches, c'est-à-dire extraire la situation, proposer aux gens de reformuler la problématique l'un face à l'autre, de dire à un moment, ok, vous êtes d'accord, votre problématique c'est celle-ci, et vous, votre problématique est celle-ci, est-ce qu'il y a un moyen de trouver un endroit où on peut se retrouver dans la prise en charge de cette patient, parce qu'au total, on est là pour la prise en charge d'un patient. Est-ce qu'on peut se retrouver à un endroit? Bon, là, en l'occurrence, on avait dit à notre acteur qu'il n'y avait pas moyen de trouver cette entente, et donc la seule solution, c'était de trouver un autre opérateur. Mais c'était pour aller vraiment au bout. Et ça a été très bien réussi par ma collègue cadre, qui aujourd'hui ne m'en veut plus du tout. C'est pour ça que je suis parti, d'ailleurs, peut-être. Vous trouverez ici un document sur l'éventualité avec l'évolution de la problématique de la gestion du conflit, au bloc opératoire, mais qui peut extraire, et le but du jeu était vraiment d'extraire ça. C'était là une situation de bloc opératoire, mais elle peut vous être attribuée à vous, dans chacun de vos exercices quotidiens, dans un conflit qui peut être professionnel face à un professionnel, paramédical face à un paramédical, paramédical face à un médical, médecins entre eux, comment on intervient aussi par rapport à ça. Dans les conclusions, on a retrouvé un document de la CPM, qui est un organisme canadien, qui là aussi représente des concepts clés, des bonnes pratiques. Mais au-delà de concepts clés et de bonnes pratiques, il y a aussi l'intérêt de la relation individuelle que nous, on va exercer et qu'on connaît les gens en face de nous. Des fois, on ne connaît pas aussi des problématiques individuelles qui vont, à un moment, exacerber une difficulté d'un de nos agents. Et ça, c'est aussi bien connaître, respecter, traiter les personnes, l'individu dans sa personnalité propre. C'est toute une difficulté d'adaptation, mais le cadre de santé est adaptable, on le sait bien. Voilà. Je voulais remercier en conclusion tout d'abord M. Grandry pour la participation et les trois intervenants
qu'on a fait beaucoup intervenir dans notre colloque, puisque l'intérêt était des échanges, et on a eu des échanges très intéressants, je vous en remercie, et bien entendu, vous pourrez retrouver tout ça sur le CEFAR, et on vous les enverra par mail. Voilà, merci beaucoup.